La question peut surprendre. Bitcoin et les crypto-monnaies sont-elles issues de la gauche radicale ou récupérées par la droite ultra-libérale? Ce simple jeton numérique a-t-il un alignement politique caché? Historiquement, la crypto est née en réaction à un système financier en crise avec un esprit très anti-système. Pourtant, des années plus tard, on le voit adopté par Wall Street et les fonds d'investissement. Dans cette vidéo, on va retracer l'histoire idéologique de la crypto, de sa naissance contestataire à son évolution parfois ultra-capitaliste. Alors, la crypto est-elle de gauche ou de droite? On va répondre en plusieurs actes. Et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin parce que le débat restera ouvert. Acte 1. Naissance rebelle aux origines radicales. En janvier 2009, la une du Times titre « Chancellor on brink of second bailout for bank ». Le chancelier est sur le point de renflouer une deuxième fois les banques. Un message que Satoshi Nakamoto intègre dans le code du tout premier bloc Bitcoin. Ce clin d'œil caché dans la genèse de Bitcoin donne le ton. Bitcoin naît en réaction directe à la crise financière de 2008 et au sauvetage bancaire à coût d'argent public. Le système bancaire traditionnel vacille. La confiance est brisée et un certain Satoshi Nakamoto propose alors une alternative radicale. Une monnaie numérique décentralisée, sans banque centrale ni gouvernement pour la contrôler. L'idéologie derrière est proche d'une contestation de gauche radicale anticapitaliste. Reprendre le pouvoir aux banques et le redonner au peuple via la technologie. Dans ses débuts, Bitcoin s'entoure d'un groupe de cyberpunk aux idées libertaires. Ces activistes du numérique prônent la privacy et la liberté individuelle grâce au chiffrement. L'un d'eux, Eric Hughes, écrivait dès 1993 dans son manifeste cyberpunk que nous ne pouvons pas compter sur la bienveillance des gouvernements ou des entreprises pour préserver notre vie privée. Il faut la défendre par nous-mêmes via la cryptographie. Cette méfiance envers les autorités et la volonté de s'autonomiser du système se retrouve dans l'ADN du Bitcoin. Décentralisation, absence d'autorité centrale, empowerment des individus, voilà le credo initial. Des concepts comme les DAO, donc les organisations autonomes décentralisées, incarnent d'ailleurs cette philosophie, Power to the People, en pratique. Une DAO n'a aucun chef, le pouvoir y est réparti entre les membres qui votent eux-mêmes les décisions via des jetons. On est loin de Wall Street. Bien que Satoshi l'ait un peu anticipé, on peut notamment lire dans ces mails qu'il a échangés avec des développeurs qui sont devenus publics, et on peut lire son anticipation de la professionnalisation des mineurs. L'une des solutions qu'il a trouvées est devenue l'un des événements majeurs dans le code du Bitcoin, c'est le fameux halving, c'est-à-dire la division par deux tous les 4 ans des revenus des mineurs. D'ailleurs, vous pouvez regarder le reportage qu'Arte a fait sur Satoshi Nakamoto et l'invention du Bitcoin. Il est formidable et ça donne une idée réelle, approximative de ce qu'on pense de Satoshi Nakamoto et de pourquoi il a fait. Franchement, il est génial. Les premières heures de la crypto baignent ainsi dans un esprit de contestation anti-système. Pour illustrer, en 2010-2011, 2 événements marquent cette alliance naissante entre Bitcoin et des causes de gauche. Donc il y a Wikileaks d'abord, lorsque la plateforme de Julian Assange subit un blocus bancaire, les Visa, Mastercard et PayPal bloquent les dons sous pression du gouvernement américain. Elle se tourne vers Bitcoin comme bouée de sauvetage. En juin 2011, on apprend que Wikileaks utilise Bitcoin pour contourner les sanctions et recevoir des fonds malgré la censure financière. La crypto sert ici d'outil de résistance face à l'arbitraire des banques, un peu comme une monnaie de la dissidence. Ensuite, il y a Occupy Wall Street, ce mouvement de protestation né en septembre 2011 contre les excès de la finance voit en Bitcoin un allié potentiel. Le camp anti-banque d'Occupy accepte même les dons en Bitcoin et suscite l'enthousiasme de nombreux membres de la communauté crypto. Il faut dire que Bitcoin partage avec Occupy la dénonciation du too big to fail et l'envie de reprendre le pouvoir aux banquiers de Wall Street. À ce stade, Bitcoin fait figure de punk de la finance. Il est anti-autoritaire, iconoclaste, porté par une communauté qui rêve d'une finance horizontale, sans intermédiaire cupide. L'idéologie originelle flirte avec l'anarchisme de gauche, l'anticapitalisme, l'autogestion,
tout autant qu'avec le libertarianisme, c'est-à-dire la méfiance envers l'État. En tout cas, c'est clairement un élan contestataire. On pourrait dire qu'en 2009, Bitcoin portait un t-shirt de Che Guevara plutôt qu'un costume cravate. L'objectif était presque utopique. C'est démocratiser la monnaie et redonner le pouvoir au peuple, loin des élites financières. Acte 2. La tentation du profit. Comme souvent, la révolte se heurte à la réalité et à l'appât du gain. Au fil des années 2010, Bitcoin et les cryptos connaissent un succès grandissant, accompagné de bulles spéculatives spectaculaires. L'idéologie initiale va peu à peu être éclipsée par une logique de marché beaucoup plus droitière dans l'esprit. Il faut comprendre par là profit, individualisme et capitalisme décomplexé. Dès 2013, puis surtout 2017, le grand public découvre le jackpot potentiel des cryptos. Des histoires de geeks devenus millionnaires envahissent les médias, la fièvre spéculative s'empare de la planète finance. On ne parle plus de changer le monde, on parle de to the moon, de quand est-ce que ça va exploser. En 2017, l'explosion des ICO, donc les levées de fonds en crypto, attire un flux de capitaux sans précédent, souvent dans une frénésie quasi irrationnelle. Le rêve égalitaire cède la place à un Far West ultra-libéral où chacun espère faire fortune. Paradoxalement, l'utopie monétaire anti-banque de Bitcoin commence à intéresser les banques et financiers traditionnels eux-mêmes. Progressivement, la droite économique et l'ultra-libéralisme récupèrent l'outil à leur avantage. Un symbole fort, l'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, clame en 2019 que les crypto-monnaies ont un grand avenir et qu'elle pourrait jouer un rôle très important dans le cadre d'une révolte populiste mondiale. Bitcoin devient pour lui un instrument de révolte populiste. On est loin de la lutte anticapitaliste, on glisse vers une vision nationaliste, droite radicale de la contestation. Le peuple versus les élites globales, où l'individu souverain prime. De libertaire de gauche, le discours se teinte libertarien de droite. Surtout, les gros investisseurs arrivent. Des fonds spéculatifs, puis des entreprises cotées commencent à acheter du Bitcoin vers 2020. L'idée d'or numérique séduit les milliardaires. En 2021, Tesla investit 1,5 milliard de dollars en Bitcoin. Des hedge funds comme celui de Paul Tudor Jones ou des familles fortunées allouent une partie de leur portefeuille à la crypto. La logique financière classique, accumulation de capital et recherche de rendement, prend le pas. Le clou de tout ça, Wall Street elle-même qui commence à embrasser Bitcoin. Par exemple, le géant BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a fait volte-face. Son PDG Larry Fink, qui qualifiait Bitcoin d'outil de blanchiment il y a quelques années, parle désormais d'or numérique légitime. BlackRock a lancé son propre fonds Bitcoin, le iShares Bitcoin Trust, en 2024, attirant plus de 21 milliards de dollars d'investissement en quelques mois. Un autre chiffre hallucinant, fin octobre 2024, un ETF Bitcoin de BlackRock a enregistré 872 millions de dollars d'entrée en une seule journée. C'est du jamais vu au niveau des ETF. On est loin d'un petit cercle cyberpunk, on parle désormais de requins de la finance mondiale. En parallèle, les institutions financières traditionnelles intègrent la crypto à leur offre. D'ennemis, la crypto est devenue une nouvelle classe d'actifs. Des banques comme JP Morgan ou BNY Mellon ouvrent des services de garde de cryptoactifs pour leurs clients. D'après des analystes, dès 2025, les 4 plus grandes banques mondiales, BNY Mellon, State Street, JP Morgan et Citi, proposeront directement la conservation des cryptos à leurs clients. Ces 4 banques gèrent plus de 12 000 milliards de dollars d'actifs, une quantité colossale, signe qu'une acceptation quasi complète par la finance conventionnelle est en cours. En somme, Bitcoin a rejoint le club des investissements respectables, avec la bénédiction, tacite, des élites économiques. Mais cette adoption, par le grand capital, a un revers. Elle s'accompagne d'une concentration du pouvoir et des richesses, exactement comme dans le système qu'elle voulait dépasser. Ironie d'histoire, la distribution des bitcoins est extrêmement inégalitaire. Environ 2% des adresses contrôlent 95% de tous les bitcoins en circulation. Les fameuses whales, donc les baleines, les individus ou les institutions ayant accumulé des tonnes et des tonnes de bitcoin, pèsent un poids énorme sur le marché, pouvant presque le manipuler à leur guise. Le rêve d'égalité économique promise
par une monnaie libre, c'est heurter à la réalité d'un marché libre où les premiers entrants et surtout les plus fortunés raflent la mise. On a recréé de nouveaux oligarques de la crypto, là où on voulait abolir les privilèges financiers. Dans le même temps, le petit investisseur lambda, lui, subit la volatilité et les crashs. On pense au crash de 2018 ou plus récemment de 2022 ou même plutôt récemment avec les annonces de Trump fin mars début avril. D'une certaine manière, la crypto a basculé du côté obscur du capitalisme, avec une recherche du profit maximum, de la spéculation effrénée et la reconcentration du pouvoir financier entre quelques mains. Acte 3. Tension et paradoxe actuel. Nous voilà à présent dans le monde post-2020, où la crypto est à la fois partout et nulle part sur le plan idéologique. Les tensions internes et paradoxes se multiplient dans la communauté. D'un côté, les puristes regrettent l'âme contestataire des débuts. De l'autre, les nouveaux venus ne jurent que par l'intégration au système. La crypto se retrouve un peu le cul entre deux chaises politiques, tiraillée entre son héritage libertaire de gauche et son appropriation libertarienne de droite. Plusieurs clivages sont apparus ces dernières années. Donc le premier, par exemple, c'est la régulation contre l'anarchie. Certains plaident pour institutionnaliser la crypto, c'est-à-dire la réguler pour la légitimer, donc souvent une position pragmatique qu'on pourrait associer à une sensibilité centre-gauche technocrate ou centre-droit libéral. Par exemple, l'Union européenne a voté en 2023 le règlement MiCA pour encadrer les marchés des cryptoactifs, signe d'une normalisation. En face, d'autres crient à la trahison. Réguler Bitcoin, c'est renier sa nature même d'outil anti-système. Ceux-là, souvent proches des milieux libertariens de droite, veulent au contraire sortir complètement de tout cadre étatique. Don't trust the government, trust the code. Le débat fait rage entre une crypto intégrée mais domestiquée et une crypto libre mais marginale. Un autre paradoxe, c'est la décentralisation contre la centralisation de fait. Techniquement, les blockchains restent décentralisées, mais dans les faits, le pouvoir se reconcentre. On l'a vu avec les whales qui possèdent l'essentiel de Bitcoin, ou encore avec les plateformes d'échange, donc Binance, Coinbase, etc., qui sont devenues des intermédiaires incontournables, presque de nouvelles banques crypto. Ce paradoxe soulève des questions. Peut-on conserver l'idéal égalitaire de la crypto alors que l'écosystème est dominé par quelques acteurs géants? Les puristes militent pour des solutions, et j'en fais partie, pour des solutions DeFi, donc pour la finance décentralisée, et des DEX, des échanges décentralisés, pour retrouver l'esprit d'origine, tandis que le grand public, lui, continue majoritairement d'utiliser des services centralisés plus simples, et dans l'esprit collectif moins risqué également. Face à ces tensions, une question cruciale émerge. La crypto a-t-elle perdu son âme rebelle? Est-ce que le succès même de la crypto ne serait pas freiné parce qu'elle a renié son identité contestataire d'origine? Autrement dit, en devenant mainstream et obsédée par l'enrichissement, la crypto a-t-elle déçu une partie de ceux qui y voyaient un projet de société alternatif? On peut se demander si Bitcoin aurait davantage conquis les cœurs et les esprits en restant fidèle à son idée de départ, l'anticapitalisme et l'horizontalité de son économie, plutôt que d'être perçu aujourd'hui comme une simple niche d'investissement pour financier à vide. C'est un paradoxe. Pour être adoptée massivement, la crypto s'est normalisée. Mais cette normalisation a peut-être cassé l'élan militant qui faisait sa force initiale. Un peu comme si une révolution perdait sa flamme en cours de route comme corrompue. Évidemment, aujourd'hui, le Bitcoin touche ou va dépasser les 100 000 $ et on s'en réjouit tous. Mais à quel dépens? Acte 4. Crypto, ni gauche ni droite. Au bout du compte, impossible de ranger la crypto dans un seul camp politique. C'est un objet ambigu, une véritable idéologie sur laquelle chacun projette ses convictions, gauche ou droite. Les deux camps trouvent des raisons de l'aimer ou de la détester. Je vais donner quelques éléments de débat pour nourrir la réflexion. Donc les arguments de gauche par exemple. Bitcoin incarne une utopie égalitaire qui court-circuite les puissances financières établies,
Elle est anticapitaliste de fait. Il permet d'aider les exclus du système bancaire. On parle ici d'inclusion financière pour les non bancarisés dans les pays en développement, par exemple. La blockchain offre de la transparence, potentiellement un contre-pouvoir face à la corruption. Et n'oublions pas la possibilité de créer des communautés autogérées via les DAO notamment. Tout cela peut résonner avec des valeurs de gauche radicales ou libertaires. Pour les partisans de gauche, la crypto reste un outil neutre qui pourrait servir un projet émancipateur si on le reprend en main correctement. Et les arguments de droite. À l'inverse, beaucoup associent la crypto à un discours de droite libérale, libertarienne. Et c'est peut-être là où il faut faire la nuance entre Bitcoin et les altcoins. Pas de taxes, pas d'État, chacun pour soi avec sa clé privée. Une vision qui plaît aux ultralibéraux partisans du libre marché total. La volatilité et l'absence de régulation séduisent les adeptes du capitalisme sauvage. Bitcoin est aussi vu comme une réserve de valeur type or numérique. Un actif de plus pour diversifier un portefeuille. Démarche très éloignée d'une critique du capitalisme, au contraire, on l'intègre au capitalisme pur et dur. Les anarcho-capitalistes, donc l'extrême droite libertarienne, adorent l'idée d'une monnaie apolitique échappant à tout contrôle étatique, ce qui correspond à leur idéal de société sans État régulateur. D'ailleurs, si vous voulez un peu pousser la réflexion dans ce sens, je vous invite à lire les œuvres de Rothbard, qui est un peu le fondateur de ce mouvement durant le XXe siècle. Pour commencer, vous avez l'anatomie de l'État, une cinquantaine de pages dans lequel il décrit ce que doit être et ce que n'est pas l'État, suivant sa vision évidemment. Pour faire bref, il suggère que l'État actuellement est un voleur par le biais de l'impôt. Le peuple crée de la richesse en travaillant et l'État prend une partie de cette richesse pour subvenir à ses besoins. Qu'on soit d'accord ou pas, ce genre de lecture peut aiguiser notre sens critique et affiner du coup notre libre arbitre. Bref, de plus, certains conservateurs y voient un moyen de se protéger des politiques monétaires des banques centrales, considérées comme interventionnistes. Par exemple, l'argument anti-money printing de la Fed qui pousse des investisseurs de droite à acheter du Bitcoin comme bouclier contre l'inflation et la dilution du dollar. Bref, la crypto peut tout à fait être revendiquée par la droite comme l'outil ultime du libre marché mondialisé, voire du repli individualiste, chacun sa banque, chacun sa fortune. Au final, on constate que Bitcoin n'est l'apanage ni de la gauche ni de la droite. C'est un instrument financier et technologique malléable que chacun peut s'approprier selon sa vision. Un peu comme Internet en son temps, qui pouvait aussi bien servir les utopies démocratiques que les intérêts corporatistes. La crypto reflète autant qu'elle façonne les courants idéologiques du moment. Et c'est là tout l'enjeu actuel. Une bataille narrative autour de l'identité de la crypto. Sera-t-elle un outil d'émancipation populaire ou juste un joujou de plus de la finance de marché? Va-t-on vers une crypto régulée par les États, donc finalement intégrée au système, potentiellement au détriment des libertés individuelles, ou vers une crypto underground qui coexiste en marge? Chacun espère tirer Bitcoin de son côté. Il y a fort à parier que le débat va continuer à mesure que la crypto va se développer. Conclusion. Alors, la crypto est-elle de gauche ou de droite? Après ce voyage à travers son histoire, la réponse est ni l'un ni l'autre, ou peut-être un peu des deux. Bitcoin est né d'une rébellion contre l'ordre établi, portant des idéaux proches de la gauche radicale anti-système, mais en grandissant, il a été adopté, coopté par le système capitaliste, au point d'en refléter les travers ultralibéraux. Cette dualité fait partie de son ADN. La crypto, c'est à la fois le point levé et à la fois la main invisible du marché. En fin de compte, la crypto est ce qu'on en fait. Elle peut être un bon outil d'autonomie collective ou bien un instrument de profit individuel, selon l'usage qu'en font ses adeptes et les règles qu'on lui applique. Peut-être que sa force réside justement dans ce caractère hybride et insaisissable. Une chose est sûre, le récit de la crypto est encore en cours d'écriture. La pièce n'est pas finie et nous en sommes tous un peu les acteurs. À nous de décider si Bitcoin et les cryptos resteront un symbole de contestation
ou s'il finira rangé au rayon des placements comme les autres. Donc, la crypto est-elle de gauche ou de droite? Eh bien, disons que Bitcoin s'en fiche pas mal de nos étiquettes politiques. Il continue son chemin, tantôt rouge, tantôt bleu, tantôt vert, et souvent imprévisible. Et c'est peut-être ça, sa véritable force révolutionnaire. J'espère que ce format vous plaira et j'ai hâte de lire vos opinions dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo. Pense à t'abonner et à liker la vidéo, ça m'aide énormément et tu peux aussi activer la petite cloche pour être au courant des futurs sujets qui sortiront. Je te laisse avec cette vidéo sur 10 astuces pour récupérer un peu de cash pendant cette période si compliquée. À bientôt, ciao.